j'ai le plaisir d'accueillir, d'inaugurer cette table ronde avec Célia Bloel, qui est adjointe à la maire de Paris, Carlos Moreno, qui est le président du conseil scientifique du forum, et Carlo Ratti, qui est directeur du MIT Sensible City Lab, ou quelque chose comme ça, et donc qui est venu de Boston pour participer avec nous avec cette journée. Je trouve que notre table ronde illustre merveilleusement les propos d'Anne Hidalgo qui dit que nous devrions être plus ouverts, nous devons être plus ouverts dans un moment comme celui-ci. Et donc, je voudrais commencer par vous poser une question simple à tous les trois, à laquelle je vous demande de répondre en 3 minutes à peu près, pas 25 minutes. Et la question est, que comprenez-vous de l'intitulé de notre table ronde, l'équation planétaire de la ville citoyenne? Célia. J'en étais sûre que c'était pour moi au début. Alors, dans un premier temps, au-delà du très mauvais souvenir de mes exercices de maths au lycée, ce titre de table ronde, ça m'a surtout fait penser à un casse-tête où il y aurait différents éléments, des inconnus aussi, parce que c'est ce qu'il y a dans les équations et différents niveaux, qu'il faut arriver à faire fonctionner ensemble pour trouver la solution, pour la créer, cette ville citoyenne. Et pour moi, la ville citoyenne, eh bien, c'est la ville qui fait face à ces grands enjeux du XXIe siècle que la maire a cités, le dérèglement climatique et ses effets surtout sur les populations, la raréfaction des ressources naturelles, mais aussi les mutations économiques et puis ce besoin croissant en termes de solidarité qu'il faut de plus en plus réinventer. Et je crois que dans cette équation, eh bien, les villes sont une composante importante de l'équation planétaire, parce que là aussi, comme l'a dit la maire, les villes, c'est 50% de la population mondiale, on est responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre, nos modes de production, consommation, nos modes de vie sont responsables de l'épuisement des ressources naturelles, donc c'est responsabilité, mais aussi le lieu d'inventer les solutions, et que du coup les villes elles-mêmes refont l'objet d'une équation particulière, puisqu'il n'y a pas que les institutions dans les villes, il y a aussi des citoyens, des entreprises, des associations, et que donc il faut retrouver un équilibre, et des inconnus aussi, des inconnus comme la place de nos États dans tout ça, l'aboutissement ou pas des négociations dans 2 semaines. Donc voilà ce que je comprends de ce titre plutôt obscur quand même. Merci. Carlos, qui est le responsable du titre? J'avoue que je fais partie de ceux qui ont concocté le titre. Effectivement, quand on a imaginé les sessions, et donc on a souhaité démarrer par celle-ci avec cet intitulé « Équation planétaire des citoyennes ». Tu n'es pas président du comité scientifique pour rien. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire que dans ce titre, il y a déjà cette notion planétaire. Donc, Madame la maire, Anne Hidalgo, rappelait que dans quelques jours, il y aura dans cette même salle 1000 maires venus du monde entier. L'ex-maire de Denver, donc M. Webb, disait, avec 2 B, disait donc cette fameuse phrase: le 19e siècle était le siècle des empires, le 20e celui des États et le 21e celui des villes. Je pense que cette notion planétaire est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, parce que le ville, c'est le cœur aujourd'hui du battre des citoyens dans cette ville aujourd'hui, dans ce monde urbanisé. Donc planétaire, parce que ça nous regarde tous. Équation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'inconnus. Et citoyenne, parce que c'est à nous, aujourd'hui, de développer, avec cette notion pour laquelle je me bats depuis de longues années, autour de la Smart City humaine. Je parle d'intelligence sociale, urbaine, citoyenne. Je parle donc des leviers des transformations sociales, urbaines et technologiques. Mais aujourd'hui, on ne peut plus raisonner à l'échelle d'une ville par rapport à l'état dans lequel cette ville se trouve. On doit raisonner par rapport aux liens qui existent entre les villes, entre elles, tisser des réseaux. On aura le plaisir d'accueillir Saskia Sassen samedi, qui a forgé ce concept de ville globale, de ville-monde. Et je pense que cette notion d'équation planétaire, plus que jamais aujourd'hui, il est d'actualité. Chaque ville est différente dans un pays et dans un continent, mais les problématiques auxquelles nous avons affaire sont toujours des défis majeurs, sociaux, économiques, culturels, économiques et des résiliences. Les événements aujourd'hui le montrent. Et face à ces 5 défis, à chacun de nous, dans la ville où nous sommes, de mettre la technologie au service des usages et les citoyens au service d'une construction collective par rapport à une nouvelle gouvernance
qui est celle des villes face aux États, qui aujourd'hui doivent considérer que le monde urbanisé a besoin d'autres leviers de gouvernance que l'État centralisateur jacobin, avec des frontières qu'on a connues, et qui se dilue aujourd'hui également par la puissance de l'ubiquité et du monde maillé ubiquitaire. Carlo. Yes. Merci. I'm going to speak English. I'm going to reply in English. Apologies about that. If you speak slowly, it might be helpful for some of us. I'll speak slowly. I think the equation of the city, as you say, I think it's not, I really liked what the mayor said before, it's not a technology equation. Technology is the environment, is what the opportunities we have to transform the city. But ultimately that change is going to come from one thing, which is citizens. And that's on one side of the equation. Now, I don't know how you structure the equation on the thing, but I think to me that is on one side. On the other side, what we have is what the city generates. And I think that what the city generates is what the city has always generated. If you think 10,000 years ago, we did not have cities. And then humanity discovered, we all discovered this beautiful thing, that if we come together, we actually can make sure that together we are more than the sum of the individual parts. And I think that is still what the city is today, is a way that by coming together, we can do things better, we can be more creative, we can generate new ideas, we can save energy, we can be more sustainable. And I think to me that is the other side of the equation. Équation planétaire peut nous porter à penser que c'est la même chose partout. Alors, la première question sur ce sujet, c'est quelle différence y a-t-il entre la ville globale et ces villes citoyennes connectées? Peut-être que nous avons quelque chose à inventer dans ce domaine-là. Carlo. Again, I think this is a great question. It's actually a question that Paul Ricoeur, the great French philosopher and writer, he used to say about, what is going to happen. He posed this question a few decades ago, and he was really concerned about the city. He was saying, are we going to see cities that are all the same, where we got the same McDonald's, the same skyscraper, and the same architecture and so on? And, but I think that we stand a chance, different chance today. He was talking about the city of the 20th century. And in the 20th century, mass media were trying to make everything very uniform. The mass media of the 20th century was top-down, was something that was broadcast to everybody else. But today we can do something else. And what we see on the internet, on the réseau, on the net, is actually people coming together and bringing different specificities to the discussion about the city or about how they want to shape their place. So I think that in a certain sense, today we got a different solution to that. The problem is still there, but we can probably find a solution which allows us to give back local specificities. Célia. Moi, j'irais un petit peu dans le même sens en disant que la transition écologique aujourd'hui de nos sociétés, elle amène vraiment la fin d'une ère et on va vers autre chose. On est passé des médias de masse, comme vous le disiez, avec un système extrêmement uniformisant et on va aller vers quelque chose avec des solutions beaucoup plus locales et beaucoup plus adaptées à chaque territoire. Je crois que l'énergie est la meilleure en fait des illustrations de ça. On sort d'une société d'abondance, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, de croissance absolue, de modèles de production très centralisés et pilotés à l'échelle nationale. Si on veut aller vers les énergies renouvelables, vers la transition écologique, on est obligé de regarder la spécificité de chaque territoire, d'aller délocaliser et relocaliser ces productions d'énergie et ça demande du coup de regarder, à certains endroits ce sera du solaire, à d'autres ce sera de l'éolien et ça montre bien que ces solutions elles doivent être certes globales et réfléchies de manière corrélée mais qu'après elles prennent des applications très concrètes différemment et c'est complètement ce qu'on est en train de faire avec les villes. Moi ce que je trouve très intéressant sur les questions environnementales c'est que les villes dans un monde extrêmement compétitif sont dans une logique de coopération, on se retrouve ensemble et on monte les solutions ensemble et après on les réapplique de manière différente sur nos territoires avec une dimension, mais je sens que tu vas me couper, donc j'y reviendrai plus tard, évidemment de la place des citoyens qui est extrêmement important là-dedans pour engager ce changement. Peut-être qu'il y a un parallèle à établir entre le fait qu'il y a 50 ans, on avait l'individu et le groupe, et on ne pouvait pas choisir son groupe. Et qu'aujourd'hui, on peut avoir des connexions entre les individus, l'individualisme connecté qui est bien connu. Et aujourd'hui, on a des villes et on ne peut pas adresser que la question globale, que la question planétaire. Il faut développer des relations entre les villes. Alors, j'aimerais des exemples concrets, soit à partir d'une responsabilité politique municipale, soit à partir de positions scientifiques et de voyages dans le monde entier, exemples concrets, précis
de relations entre des villes, de coopération entre des villes sur des sujets qui sont importants comme le climat ou d'autres d'ailleurs. Des exemples concrets, on en a plein, parce que la ville de Paris aujourd'hui est membre... la maire essaye de me souffler quelque chose, mais elle souffle... Ah oui, la commande groupée, évidemment. Oh là là, j'ai failli perdre ma délégation là. Évidemment, puisque la maire de Paris a réuni en mars dernier des villes d'Europe pour faire un projet de commande groupée, j'en bafouille, pour permettre l'achat groupé par plusieurs villes de bus électriques, puisque c'est aujourd'hui une offre qui manque grandement dans notre lutte contre la pollution. Donc ça, c'est un exemple. Mais après, la ville est effectivement membre de différents groupes aujourd'hui de réseaux de villes à l'échelle et européenne et internationale. Groupes de villes avec lesquels on travaille sur une multitude de questions. Ça va de la rénovation énergétique jusqu'à la gestion de nos trous, développement à l'innovation dans les énergies. Donc c'est quelque chose d'extrêmement courant et quotidien pour nous. Carlos, des exemples concrets entre deux villes, par exemple? Il y en a beaucoup. Je suis parisien et je suis très fier, par exemple, de relations entre Paris et New York. On a annoncé il n'y a pas longtemps un accord structurant de coopération autour de start-up. Paris et San Francisco, Tel Aviv et San Francisco. On a des relations des villes à ville. La ville de Medellín, qui était ici pour faire la clôture l'année dernière, qui a également développé beaucoup de coopération pratiquement dans le monde entier, avec des chercheurs, des scientifiques. Mais il y a aussi ce que ça s'appelle les anneaux de régulation, c'est-à-dire les anneaux des villes. Nous aurons le plaisir d'accueillir la directrice Europe du réseau C40 Cities, Julia Lopez. C'est un réseau des villes qui travaillent également ensemble face à des problématiques climatiques. Anne Hidalgo préside l'Association internationale des maires francophones. On était il n'y a pas longtemps à l'Assemblée générale à Rabat. Et donc, je dirais qu'en parcourant le monde, je vois de plus en plus, dans les multiples villes à laquelle je suis invité, cette volonté de tisser des liens de coopération sur des projets extrêmement concrets, non pas pour imiter un modèle, mais surtout pour échanger autour des bonnes pratiques. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui est indispensable. Quelles sont les bonnes pratiques vertueuses qui permettent quelque part dans le monde de s'inspirer tout en étant dans un contexte très local, parce que, je l'ai dit, je l'écris souvent, la ville dans un sens abstrait n'existe pas. Il existe des villes très concrètes avec des contextes sociaux, géographiques, économiques, culturels, religieux, qui fait que ce qui se passe à Lagos et la solution qu'on peut en apporter est différente de celle des Mexico DF ou de Tokyo, même si on est en train de parler des mégalopoles, des 20 à 30 millions d'habitants. Par contre, on a des outils merveilleux qui sont à la disposition de nous tous, la technologie, l'ubiquité, la modélisation de flux, mais c'est pour satisfaire effectivement des besoins qui sont très concrets dans chaque lieu. Carlo? Yeah, I don't have much to add to what was just mentioned. I will just say I think it's about 3 levels. So one level is cities coming together to do something together. It's about buying things, as you were saying, or basically taking action together. The second thing is about network of cities. As Carlos was saying, C40 and ICLEI and other cities constantly using a platform. Or at the World Economic Forum this January, we will actually have a section all dedicated to cities. So that's a way where you create a platform that continues. And the third thing is more about really exchanging ideas, and more, is what we are doing here today. Is part of that, and how best practices can be shared between different places. Est-ce que vous voyez l'émergence à l'intérieur de cette problématique d'une diplomatie urbaine? Et si elle n'apparaît pas, quelle en serait l'utilité? Qu'est-ce que vous en pensez? Diplomatie urbaine, si tu entends par là effectivement une diplomatie des villes qui est en train d'émerger, oui, totalement. Je vois cette émergence-là et c'est extrêmement flagrant en cette année de COP21. Mais je voudrais une question, par exemple, dans la ville de Paris, est-ce qu'il y a des gens qui sont chargés, ou combien de personnes sont chargées des relations internationales? Y a-t-il un ministère des Affaires étrangères de la ville de Paris? Dis-nous. Oui, il y a un ministère des Affaires étrangères de la ville de Paris qui d'ailleurs... toutes les composantes, d'ailleurs, on a notre mini Quai d'Orsay sans prétention, qui effectivement, Paris est engagé dans énormément de relations. On est dans tous ces réseaux de villes que vous avez cités, le C40, ICLEI, CGLU, avec lesquels on travaille
travailler les positions des villes. J'ai même presque envie de dire, de prononcer le mot, le lobby des villes à l'échelle internationale pour ces questions, notamment du climat. Mais même au-delà de ça, la ville elle-même a aujourd'hui une action à l'échelle internationale, beaucoup d'actions de coopération, de solidarité. Et d'ailleurs, à l'instar des États, on est en train de réfléchir, nous par exemple, puisqu'on est sur cette thématique du climat, à mettre aussi en place un fonds vert de coopération des villes, d'aide financière aux villes du Sud pour rentrer dans des problématiques de transition écologique, mais aussi des transferts de compétences et de formation des personnels de la ville de Paris qui se déplacent pour former. Donc on a vraiment une action et une vision internationale très développée et très large. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un besoin indispensable pour toutes les villes qui veulent se positionner sur la scène internationale d'affirmer leur identité urbaine, leur projet stratégique et leur vision de transformation, d'autant plus que nous avons aujourd'hui des rendez-vous majeurs. La COP21, dans quelques jours, ici même à Paris, et je les rappelle, octobre 2016 à Quito, nous avons un rendez-vous concernant les villes qui a lieu tous les 20 ans. C'est la conférence UN Habitat 3, qui est totalement dédiée aux problématiques urbaines. Une fois de plus, ce qui était autrefois apanage des États, comme la COP21 une négociation entre les États, UN Habitat est également une négociation entre les États, et aujourd'hui, il y a un mouvement international pour que cette vision de la ville et son poids économique, culturel, social, écologique soit mis en valeur et que donc les villes aient la parole dans ces grands événements mondiaux. Certains l'appellent la diplomatie urbaine, je l'appelle réaffirmer l'identité urbaine et compter sur la scène internationale pour faire valoir que dans ces siècles des villes, effectivement, il faut positionner, comme le disait la maire Anne Hidalgo tout à l'heure, d'autres gouvernances qui donnent une accessibilité directe au poids des villes qui est aujourd'hui majeur sur la scène mondiale. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que le monde est merveilleux quand c'est les villes qui s'en occupent. En gros, solidarité, relations, network, whatever. Mais la question, quand il y a relations internationales, il y a conflit d'intérêts, il y a opposition, il y a divergence. Alors, comment est-ce que ça s'aborde? Est-ce que la diplomatie urbaine en est déjà, et je voudrais des exemples, au point d'essayer de gérer des tensions, des conflits d'intérêts, ce qui montrerait qu'elle entre dans le monde réel? D'abord, répondre au début de la question, dire qu'il y a la théorie dans ce qu'on est en train de se dire sur les villes, et puis après, il y a l'application pratique. Et moi, je vais remettre une dose là-dedans plus politicienne, on va dire. C'est que ces villes-là et ce programme-là qu'on déroule se déroulent aussi quand il y a volonté politique et quand il y a idées progressistes qui sont portées. Et ces questions-là du climat viennent là. Alors après, est-ce qu'elle gère, c'était quoi la question? Est-ce qu'elle gère du conflit entre villes ou du conflit ville-État? La rivalité en tout cas. Ce qui est certain, c'est que l'émergence de cette diplomatie des villes, et elle n'émerge pas juste parce que les villes ont envie, j'ai envie de dire, de fanfaronner sur la scène internationale, elles émergent parce que les villes prennent un rôle de plus en plus croissant. Les villes aujourd'hui comprennent les questions du dérèglement climatique ou les questions de solidarité dans leur ensemble. Si elles prennent cette place à l'échelle internationale, c'est parce que ce sont celles qui agissent. C'est vrai que de manière un peu caricaturale, on a tendance à dire les villes depuis 10 ans ont pris ces problèmes à bras-le-corps, les États discutent dans les négociations internationales. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on agit, on a aussi envie que notre voix puisse être portée à l'échelle internationale et que ce qu'on a à dire puisse être entendu et que les dispositifs nationaux, les cadres nationaux évoluent aussi dans un sens qui nous soit plus favorable à cette action. Ce qui est certain, c'est que ça génère aussi une forme de conflit d'une certaine manière, puisque l'arrivée des villes à la table des négociations aux Nations Unies, ce qui n'est pas encore totalement fait, a vu aussi une certaine crispation à l'échelle nationale de l'instance onusienne elle-même, qui n'a pas forcément envie de voir ces nouveaux acteurs autour de la table, et des États eux-mêmes, pour certains d'entre eux, notamment d'Amérique du Sud, qui ne souhaitaient pas forcément qu'il y ait cette reconnaissance par l'échelle internationale d'acteurs locaux qui viendraient là pour le coup créer du conflit entre États et provinces. Et ça se verra de plus en plus. Carlo. Yeah, but if you think about it, cities have always done diplomacy. If you think about Florence during the Renaissance, well, it has a diplomacy apparatus that was the same of a modern state. And then what happens over the centuries is that actually nation states become bigger and more powerful. You get to the 19th century, to the 20th century, where actually nation states are really central. And at that point, cities have less power. So I think we're just going back
to something that we've seen before in a very compelling way. And however, I think, of course, there's competition. And I think the competition I see most today, I was with the city of New York a couple of days ago, and what I'm hearing here is, competition I see today is mostly for talent. If you got the good people, the good global people, then your city will prosper, will be rich, will create a vibrant community. So certainly there's competition, but at the same time, I think that beyond that, beyond the competition for talent, that's very important. It's about how do you create attractive places? How can you create really a city where people want to go for different reasons? But beyond that, I think that what we see today is mostly cooperation. So in all these C40, ICLEI, and kind of leagues of cities and diplomacy of cities, it's a diplomacy which is aimed at making links more than at fighting each other. Je voudrais qu'on passe à des choses très concrètes. Et une des dimensions de cette diplomatie urbaine, par exemple, moi j'ai rencontré à Hyderabad, en Inde, un représentant de la ville de Bordeaux qui était là-bas pour faire partager à Hyderabad l'expérience de Bordeaux dans l'aménagement de la rivière, l'aménagement de la Garonne. Donc je voudrais, Carlo, tu as un laboratoire qui travaille dans plusieurs villes du monde, je voudrais des exemples. Quel est le problème d'apprendre dans une ville quelque chose d'utile qu'il se passe dans une autre ville à l'autre bout du monde? Alors je sais que tu as un gros laboratoire à Singapour, je crois que tu as été au Brésil souvent. Et bon, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que le Brésil peut apprendre de Singapour et qu'est-ce que Singapour peut apprendre de l'Afrique ou quelque chose comme ça en termes de ville concrètement? But I think it is what we were saying before is about sharing experience. Now, what is the experience that cities are sharing a lot today? I would say it is this new turf, this new condition of the smart city. Now, I'm sorry to say, no, I hate the word smart city. I think a smart city means too much a city that relies on technology. But what is behind it is very, very real. What is behind a smart city, if you want, is this internet becoming space. Is what people call Internet of Things, or Internet of Everything, is what some people call ubiquitous computing. It's the same thing, but it's basically how today we can control things in the city in a very different way. If you think about Uber, is an example of that. Would not have been possible just 5 years ago because you didn't have those real-time information flows into your pocket to allow you to exchange a mobility infrastructure, interface a mobility infrastructure with people. So what is behind it is very, very real and is something very new. Is like, a new development that is probably of the same magnitude of what was the beginning of the internet as a virtual space and now is a physical space that's entering cities. And so here is the thing where cities need to exchange a lot of learning because it's a new turf and everybody is experimenting. Of course, it's healthy. Many people are failing, will fail. But actually, through exchanging that information, we can make sure that we can actually learn from each other. But you're still abstract. I want a concrete example of what we can learn from Singapore, for instance. Well, I'll tell you something. I'll tell you just one example that is happening today as well in mobility. Singapore has always been experimenting with mobility. Around 20 years ago, Singapore was one of the first cities to develop road pricing in the city. So basically, if you go in the city, when there's a lot of cars, then you will have to pay for that. Or somehow they started with dynamic road pricing, so that basically based on how much congestion you have, you pay more and more to get into the city. Well, that is actually something that inspires cities all over the world, and now has been implemented in cities all over the world because Singapore made a compelling case that actually could be a way to better manage flows. And, what you find What you find, I don't think that much in Paris, but you find in London, you find in Stockholm, you find in Milan, you find in many other cities, then is what came out of that lesson. People said it is possible, it worked in Singapore, so we can do it. And what we are doing today with the government of Singapore is work a lot with self-driving. Self-driving will be the next big wave and revolution in mobility. And the reason is not that you don't need to keep your hands on the steering wheel. That's kind of the boring part. The exciting thing is a self-driving car can give you a lift in the morning when you go to the office, and then can give a lift to somebody else in your family or to anybody else in the city. So what you're doing, you're blurring
public and private transportation. And potentially you could run a city such as Paris with 20% of the cars you have today. So this revolution that will happen over the next years is something that, again, Singapore is pioneering, and I think if that is successful, I'm sure there will be many difficulties in implementing, then that can be replicated in other cities. Carlos? Je vais vous donner trois, peut-être 4 exemples très courts à 4 endroits différents du monde dans lesquels je participe. Et la ville de Medellín a été à l'origine de le devenir d'une société française, Poma, en fait grenobloise en particulier, en tant que leader mondial du marché des téléphériques, puisque le métro câble de Medellín est devenu un exemple mondial d'intégration sociale avec un apport de la technologie au service de la construction donc d'une ville avec une démarche participative citoyenne. C'est une technologie française financée donc, par l'Agence française pour le développement, et on voit beaucoup de villes dans le monde aujourd'hui qui s'intéressent et qui utilisent cette belle pratique, les best practices, pour leur contexte propre. Donc ça, c'est le cas donc, des villes Hyderabad dont tu parlais tout à l'heure. J'ai eu l'occasion d'y être également, et j'étais épaté par les réseaux sociaux de proximité qui sont utilisés pour les problèmes de santé. On est dans une ville qui est la 6e ville des Landes, 7 millions d'habitants, et des problématiques de santé très fortes liées à la dégradation de la pollution qui est très forte, conditions climatiques. Et donc les réseaux sociaux de proximité, notamment qui se développent dans beaucoup de pays, ont été utilisés là-bas pour pallier aux insuffisances donc, au niveau médical. La ville de Yokohama, donc une ville qui est sur la baie de Tokyo, qui a une identité très forte face à Tokyo, c'est un lieu d'inspiration sur ce qu'on appelle donc le réseau de démocratie participative. Je rappelle que la conférence mondiale de la démocratie participative se tient tous les ans à Yokohama, puisque 80% de la population adulte participe par ailleurs donc, à une association dans laquelle donc, ce type de... Voilà. Et je finirai donc par Barcelone, qui est un exemple mondial, tu le connais bien parce que tu y habites, qui a servi de lieu d'inspiration donc pour beaucoup de monde, et qui a tissé des liens très étroits avec des villes du monde entier autour des démarches, donc des plateformes participatives, des problématiques de mobilité, ainsi que des gestions des solidarités avec les personnes âgées, avec des projets VANC, qui a été donc un des projets lauréats C40 l'année dernière, et qui aujourd'hui est assez exemplaire donc, en termes de la diffusion au niveau international. Donc je pense qu'il y a des belles pratiques sur lesquelles nous pouvons nous inspirer pour, dans le lieu où nous sommes, apporter les meilleurs de ces projets. Alors nous allons tenter quelque chose d'impossible, c'est de demander à Carlos à nous dire en 3 mots qu'est-ce qu'il entend par fragilité de la ville, et ensuite je vous demanderai de réagir à sa définition. Mais vraiment Carlos, pas plus de 30 secondes. Promis. Oui, j'ai écrit depuis 15 ans sur ce qu'ils appellent la fragilité, plutôt la vulnérabilité de la ville. C'est-à-dire que la ville est un système complexe pour lequel nous n'avons pas la possibilité de faire une planification globale. Il y a beaucoup de systèmes interdépendants, et donc il y a cette difficulté à pouvoir gérer l'aléa, l'imprévisible, ce qui ne devait jamais arriver et qui néanmoins, quand il arrive, mais complètement en vibration, bouleverse totalement la vie de la ville. Donc la vulnérabilité socio-territoriale, ville, territoire, fragilité économique, sociétale, économique. Merci Carlos. Que penses-tu, Célia, de cette fragilité de la ville à partir de ton expérience? Je dirais qu'en fait, la ville, elle a plusieurs points de fragilité dans tous les domaines. Alors, cette question, elle est intéressante dans un double sens. D'abord parce que, côté ville de Paris, on sort d'une étude extrêmement intéressante qu'on a réalisée avec Météo France, qui était de voir quelles sont les vulnérabilités de la ville, mais aussi ses points de force, face au dérèglement climatique, au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles. Alors, très brièvement, ce qui sort de cette étude, c'est que Paris est une ville robuste, comme on dit. On est prêt à faire face à beaucoup de choses, mais que toutefois, il faut préparer la ville, et ça va rentrer dans le sujet de la résilience. C'est comment on se prépare à un certain nombre de chocs. On sait que demain, eh bien, il fera de plus en plus chaud en été à Paris, et que du coup, on va avoir des vagues de chaleur qui vont poser des questions en termes de santé, mais aussi en termes de fiabilité de nos réseaux électriques. C'est un gros sujet qu'on a à Paris. Je vois d'ailleurs que les personnes responsables sont dans la salle. Tous ces sujets-là, c'est-à-dire effectivement comment on fait face à ça.
Paris s'y prépare à différents titres. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, et malheureusement les événements d'il y a 10 jours nous y ramènent aussi, le point de vulnérabilité, c'est aussi voilà, comment la communauté, dans le bon sens du terme, pour le coup, fait face à des chocs tels qu'on a pu les vivre il y a une dizaine de jours. J'aurais jamais cru, moi, dans le cadre de mon mandat, avoir à réfléchir à ce type de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très au cœur de nos réflexions à Paris et qui demande de repenser justement. Là, c'est pas la technique ni la technologie qui va répondre à ça. Ça va être vraiment la solidarité, l'humain, le retissage aussi avec les territoires aux alentours, le retissage à une maille très fine. Et ces questions-là sont évidemment au cœur des sujets à Paris. Et toujours en coopération avec d'autres villes, j'imagine. Carlo. I think, that the strength of the city is really that it brings people together, is that we're all together and there's a high density of people. But of course, when you got a high density of people, then it can also be a big risk. It's a risk, and I think we've seen it in the past 10 days, because somebody wants to do something bad, they can do it. And that's nothing new. It's what we've seen over and over during wars. Cities would be the places that people would target, not the countryside. So I think there's something that we've seen over and over in cities, that the strength of the city is bringing people together. But sometimes when we are all together, we are more vulnerable to a disease or to a war or some type of form of violence. And again, I think what we saw over the past few days just reminded us that. I think, however, my word of hope there as well is that, again, what you were saying, that by bringing people together, by the title of your equation about citizens, by creating new dynamics of interaction, we can hopefully increase a lot the resilience and hopefully get to a point where some of the tragedies we've seen in the past, we will not see anymore in the future. Pour terminer, nous avons une minute. Un commentaire sur une phrase de Anne Hidalgo dans son introduction. Les citoyens peuvent aider les politiques à se dépasser. La question de la gouvernance et de la participation citoyenne, de la ville citoyenne. Bref. Ça n'est pas parce que c'est ma mère, mais évidemment, je partage. Les citoyens, on a besoin d'eux pour la faire, cette révolution, de manière globale. On ne peut plus avoir les politiques dans un coin, les entreprises là, les associations là, les citoyens là. Pour revenir à ce que disait Saskia Sassen, il faut les recréer, ces territoires frontières où ça se connecte, ça se confronte dans le bon sens du terme. Et je partage aussi un autre moment de l'intervention de la maire qui disait que les politiques ne sont pas forcément les meilleurs d'entre nous et qu'il faut que les citoyens viennent pousser aussi à cette révolution culturelle au sein des politiques pour faire émerger aussi une nouvelle génération sans doute plus responsable et plus encore ancrée dans ces problématiques-là. Carlos. Une phrase, à l'heure de l'ubiquité, au XXIe siècle, les citoyens ont une capacité d'intervention pratiquement en temps réel et donc c'est un levier majeur parce que toute gouvernance de toute ville est soumise en permanence au besoin d'être en capacité à réagir aux exigences, mais également aussi aux besoins de ces citoyens aujourd'hui interactifs. Les digital citizens, ça existe. Carlo? If I were to kind of take inspiration from Frank Lloyd Wright, I would say that if you ask what are the 3 most important things for city politics, they would be citizens, citizens and citizens. On ne peut pas conclure sur une meilleure contribution. Merci beaucoup.